8h17, Brice Couturier. Bonjour Marc. Bonjour à vous. Bonjour Marc. Quelle est la différence toujours encore une fois. Quelle est la différence, Voilà. parce qu'il y avait pas mal de Larsen, quelle est la différence entre la désignation d'un pape et celle d'un premier secrétaire du Parti socialiste? Eh bien, dans le premier cas, on enferme dans la chapelle Sixtine une bande de vieux cardinaux venus des quatre coins de la planète, sans poste de télé, sans téléphone portable, sans tablette numérique, ni rien du tout. Juste l'Esprit Saint qui les guide dans le choix de celui d'entre eux promis à une prochaine infaillibilité. Cet isolement est destiné à hâter le processus, le contenu des délibérations est top secret, mais la théologie, ayant longtemps tenu lieu de politique, souvenez-vous des jansénistes, les initiés savent que se forment des coalitions, que se nouent des alliances. On peut imaginer ainsi que les cardinaux néo-thomistes polonais soutiendront un adepte de la théologie narrative pour empêcher l'élection d'un salvadorien soupçonné d'avoir prêché dans sa jeunesse la théologie de la libération. Pour désigner leur pape, les socialistes français ont opté récemment pour un mode de désignation qui ne doit rien au Saint-Esprit, mais tout à la désastreuse expérience du congrès de Reims. On se souvient qu'en 2008, dans cette ville où les rois de France venaient se faire sacrer, Ségolène Royal, pourtant signataire d'une motion minoritaire, avait failli emporter le poste de première secrétaire. Il y aurait eu donc contradiction entre le vote sur les textes et le vote sur les personnes. C'est un peu comme si un cardinal vénézuélien très ami avec Hugo Chavez avait élu pape une assemblée cardinaliste noyautée par l'Opus Dei. Or, il n'est rien que les socialistes détestent autant que le culte de la personnalité. Pour empêcher le renouvellement d'un pareil embarras, le parti, dans sa sagesse, décida en 2010 d'adopter une nouvelle procédure. Seuls les premiers signataires des deux motions ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages devant les militants peuvent dorénavant se présenter pour le job, quitte à ce que le premier secrétaire de la motion arrivé deuxième puisse trouver des alliés parmi les motions arrivées derrière lui et devenir ainsi majoritaire et donc premier secrétaire. Mais Martine Aubry, décidée à choisir elle-même son successeur, ce que les papes font aussi, en nommant en cardinaux des gens qui partagent leurs idées, a récemment déposé un texte qu'elle a fait co-signer par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Du coup, le choix du premier secrétaire ne pouvait plus intervenir que parmi les soutiens de la motion officielle. Vous me suivez toujours, Marc? L'ennui, c'est que contrairement à ce qui se passe ordinairement en Corée du Nord, les candidats au poste de premier secrétaire de la motion promise à la majorité étaient deux. Jean-Christophe Cambadélis, soutenu notoirement par Martine Aubry et par Jean-Marc Ayrault, ainsi d'ailleurs que par Laurent Fabius et Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, et puis de l'autre côté, donc, Harlem Désir, soutenu, lui, par le noyau dur des Hollandais, dont un carteron de ministres qu'on sait tenter dans l'avenir par la présidence de la République. Manuel Valls, Pierre Moscovici, Vincent Peillon, Delphine Batho et Stéphane Le Foll. Comme on sait maintenant, c'est le président de la République lui-même qui a finalement tranché en faveur de Harlem Désir. Mais il a donc dû prendre position contre le candidat de son Premier ministre. Vous me direz que cela a donné au moins du grain à moudre aux journalistes spécialisés. Ils ont pu un moment s'abstraire de la guerre des chefs à l'UMP, dont les responsables les harcèlent au téléphone depuis qu'ils ont cessé d'être absorbés par leurs tâches ministérielles. Plus sérieusement, Gérard Grimbert, vous soutenez la thèse que la droite vote pour des personnalités et la gauche pour des orientations politiques. Dans le cas présent, c'est une thèse difficile à défendre. On voit un peu où passe le clivage entre Fillon, le gaulliste social, et Copé, la droite sans complexe. Mais alors entre Désir et Cambadélis, reconnaissez que les nuances idéologiques ne sont guère perceptibles aux non-initiés. Cambadésir, comme certains disent. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Gérard Gambert, je vous donne la parole, mais je voudrais aussi préciser que j'accueille, elle est au téléphone, Françoise Fressoz, qui nous écoute, qui va réagir également tout de suite. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde. Mais puisque vous êtes directement interpellé, Gérard Gambert. Oui, non, mais d'abord, il faut bien voir ce qui s'est passé. Bien sûr, on peut se moquer un peu de ce qui s'est passé, on peut le critiquer. Et en même temps, quand on voit bien la manière dont les choses, au départ, le chemin qui a été pris au départ dans cette affaire, on comprend ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 1981, qu'est-ce qui s'est passé en 1997, c'est-à-dire que c'était un premier secrétaire qui devenait lui-même président de la République ou Premier ministre, et qui choisissait lui-même son successeur. Là, on parlait pas, on était ailleurs que dans la Nord-Corée, je sais pas où on était, mais enfin, voilà, ça se passait comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? On était plus au nord. On était encore plus au nord. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est assez différent, c'est-à-dire que d'une part, au départ,
le président de la République ne souhaitait pas directement s'occuper de cette affaire, et surtout, il n'était pas le premier secrétaire en titre. Et donc, soit Martine Aubry disait un peu ce qu'avait fait Henri Emmanuelli, pour ceux qui se rappellent l'histoire du Parti socialiste, au moment où Lionel Jospin l'avait battu à la primaire en 1995, soit la première secrétaire s'en allait, tout simplement, voilà. Et puis autour des amis de François Hollande, en négociant avec tous les autres, on faisait une motion majoritaire comme on le faisait jadis. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé? Martine Aubry a dit « je ne pars pas sans condition ». Et elle a dit, je ne pars pas sans condition, en particulier sur les gens qui ont travaillé avec moi, etc. À partir de ce moment-là, comme au moment où un parti prend le pouvoir, il ne va pas exposer toutes ses divisions en faisant un congrès d'affrontement au moment où il arrive au pouvoir. Hein, c'est simplement ce qui est simple. Hein, voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu l'éternel, effectivement, conclave socialiste entre les principaux dirigeants qui soutiennent la majorité, qui soutiennent le gouvernement, pour dire, eh bien maintenant, qui pèse quoi? Or, ce qui rendait la chose très difficile, c'est que entre le congrès de Reims dont vous venez de parler et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. Et en particulier, il s'est passé la primaire socialiste, où quand même la première secrétaire a été battue. Bon, eh bien, à ce moment-là, quels sont les repères pour connaître les rapports de force entre les nouveaux et les anciens de Reims du côté et de l'autre, et ça, on ne sait pas. Les nouveaux Hollandais, on ne sait pas. Et donc, par conséquent, il a fallu discuter, ça a été très compliqué, et c'est un mini-congrès opaque, je le reconnais, mais c'était extrêmement difficile, en fait, de faire autrement, je pense. Mais alors, est-ce que ça ne risque pas, du coup, tout de même de contredire, a priori, ce que l'on a salué comme un énorme un effet de transparence et de démocratie au Parti socialiste avec les primaires? C'est ce qui va apparaître, en tout cas. Vous avez parfaitement raison, c'est ce qui va apparaître. Je crois, moi, que c'est pas du tout contradictoire. Je crois qu'effectivement, la primaire a été une très grande réussite sur tous les plans. Simplement, le problème qui est posé aujourd'hui, vous avez raison, c'est la manière dont tout ça paraît opaque. Mais ce qu'il faut quand même expliquer, une chose très simple, c'est que ça a toujours été au Parti socialiste que lorsque un groupe de socialistes présente une motion à un congrès, il faut qu'ils se mettent eux-mêmes d'accord de manière plus ou moins opaque pour savoir qui va... Alors, souvent, il n'y a pas de problème parce que le leader s'impose à ses amis. Là, il n'y a plus de leader, donc c'est compliqué. Alors, Françoise Fressoz, le leader, en tout cas celui qui a été choisi, Harlem Désir, s'imposait-il à la tête du Parti socialiste, celui que l'on appelle le plus petit dénominateur commun? Et que vous n'avez pas charitablement relayé dans vos articles, Françoise Fressoz. Oui, mais moi, c'est parce que ce qui me frappe dans cette sélection, c'est quand même effectivement le caractère plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que vous discutez avec Harlem Désir, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais quel est le fond de sa pensée? Qu'est-ce qu'il porte de façon autonome? Impossible à dire, impossible à dire. Il ne ressemble plus au jeune homme de SOS Racisme des années 80? Ah, plus du tout. Vous voyez, plus du tout. C'est-à-dire que, je vais être un peu méchante, mais en vieillissant, on dirait qu'il s'est un peu atténué. Donc, il pratique, je dirais avec un grand art, la langue de bois. Donc, peut-être va-t-il se révéler quand il sera premier secrétaire. Mais là, ce qui frappe, c'est quand même... Oui, c'est quand même un homme de l'ombre et pour moi, c'est un apparatchik, voyez-vous. Et donc, je trouve que tout ce que explique M. Grimbert est tout à fait exact, mais le résultat... aux yeux de l'opinion, c'est quand même catastrophique. C'est-à-dire que vous avez un apparatchik, là où le Parti socialiste s'était toujours vanté d'être en avant sur le processus démocratique. Vous avez la parité qui est complètement bafouée dans la direction du Parti socialiste telle qu'elle apparaît, telle qu'elle a été décidée en conclave. Et vous avez des militants qui vont être appelés à ratifier quelque chose qui s'est fait à huis clos, selon des règles, comme dit M. Grimbert, qu'on ne discerne pas, on ne voit pas. Et donc ça fait vraiment petits arrangements entre amis et c'est pas joli. Hubert Huertas. Je vais aller un petit peu dans le sens de ce que vient de dire Françoise Fressoz, mais pour le nuancer. Alors dans le sens parce que quand elle dit effectivement que Harlem Désir paraît s'être atténué, je crois que c'est la réalité. Et je crois que on est en train en fait de comparer la primaire, qui a été un moment essentiel et qui avait quand même un objectif hyper important. Il s'agissait de désigner le peut-être futur président de la République. Là, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de désigner celui qui, au fond, n'est pas le leader maximo, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le titre de... Je crois que c'est le leader minimo. Parce que le vrai leader,
Il est à l'Élysée, il a été élu. Personne ne peut croire que François Hollande ne s'intéressera pas à la question du Parti socialiste et ne sera pas en réalité le véritable chef du Parti socialiste. Personne ne peut croire que les grands ministres ne sont pas plus importants que l'actuel patron du Parti socialiste. C'est l'intendant qu'on a désigné. Donc ce n'est pas le pape non plus. C'est un petit conclave. C'est pas un conclave qui a une importance colossale. Parce que là... Françoise, bien sûr, bien sûr. Françoise Fressoz. Si vous voulez, quand vous regardez la situation du Parti socialiste et de l'UMP, il y a quand même ça aussi qui me frappe. C'est que, effectivement, normalement, on choisit le premier secrétaire ou le président d'un parti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas programmé principalement pour aller à la présidentielle. Et en même temps, dans les deux partis, vous voyez bien qu'il y a quand même cette arrière-pensée-là. Pourquoi Manuel Valls, Pierre Moscovici, Vincent Peillon ont voulu autant se mêler de la succession, c'est-à-dire ils ont pesé eux aussi dans le choix d'Harlem Désir, parce qu'ils se disent après tout, il faut prendre tel homme parce que dans notre calcul présidentiel ou dans notre visée pour plus tard, ça compte. Qu'est-ce qui se passe à l'UMP? Vous avez un Jean-François Copé qui dit « Moi, je ne serai que secrétaire, que le président de l'UMP, et on verra après la présidentielle. » Et vous avez François Fillon qui est déjà dans l'objectif de la prochaine présidentielle. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension des partis. Qu'est-ce qu'un parti actuellement? Cela sert essentiellement et de plus en plus à sélectionner un candidat, même si c'est pas au bout du compte la vérité. Et du coup, vous voyez, toute l'activité militante, toute l'activité du débat d'idées, je trouve que ça passe un peu à la trappe. Gérard Grambert, oui. Je vous vois perplexe plus de oui, non, mais d'abord, oui, c'est vrai, mais en même temps, j'ajouterais deux choses. La première, c'est quand même, on dit beaucoup toujours de mal des apparatchiks, mais on vient de le dire à l'instant, les démocraties qui sont les nôtres, démocraties représentatives, fonctionnent avec des partis politiques. Et donc, les apparatchiks sont ceux qui feront les hommes politiques de demain. Après tout, quand Lionel Jospin a choisi François Hollande pour être le premier secrétaire du Parti socialiste, il n'était pas extrêmement connu, et il avait été assez longtemps un apparatchik aussi. Donc là, il faut quand même, il faut déjà regarder ça de cette manière-là. Et puis, j'ajouterais aussi quelque chose, c'est que les socialistes on parlait tout à l'heure du problème de la personnalisation. Et je crois que c'est un problème qui reste pour les socialistes extrêmement important. Parce que ils ont, au fond, c'est une démarche que moi j'appelle presque un peu schizophrénique, qui est celle du Parti socialiste sur les institutions de la Ve République depuis maintenant très longtemps, 50 ans. C'est que c'est un parti qui peu à peu a été aspiré par la logique des institutions. Et on l'a bien vu quand vous rappeliez tout à l'heure on a changé le mode de scrutin parce qu'on avait été presque trop loin dans la personnalisation. Et vous disiez à juste titre que du coup on a fait se retrouver dans une situation assez étonnante. Mais les socialistes sont obligés toujours, et c'est ça qui est problématique, par rapport à ces institutions, toujours de trouver un équilibre entre leur bonne vieille culture des textes et puis la question de la personnalisation. Ça, c'est aussi une difficulté qui est intrinsèque, je dirais. Agnès Benassi-Kéré. Oui, alors on parle de la France, du PS, de l'UMP, on a parlé du Vatican. On a tous en tête la primaire républicaine aux États-Unis, qui était quand même assez étourdissante. On connaît ce qui se passe en Chine. Est-ce qu'il y a un pays où les choses se passent bien, qui pourrait être un modèle? Est-ce qu'il y a un pays en Europe, par exemple, où la désignation des dirigeants des partis se fait de manière démocratique, avec un débat d'idées? Est-ce que ça existe vraiment, le débat d'idées, en politique aujourd'hui? Vaste question, nous rendrons l'antenne vers 14h à peu près. Gérard Grambert et Françoise Fressoz. Gérard Grambert. Oui, d'abord, oui, ça existe. Je vous assure que quand le parti s'est déchiré en 2005 sur la question européenne, il y avait vraiment deux positions sur le référendum constitutionnel européen. Et d'ailleurs, le parti a failli s'est cassé presque sur cette affaire. Ça a été extrêmement grave. Mais ce que je crois, encore une fois, c'est que on a puisque vous élargissez la question à l'ensemble du monde, à l'ensemble de la politique. Il n'y a que deux façons. Il y a on tue celui avec qui on n'est pas d'accord, ou on installe des instances de discussion interne, et ça peut effectivement donner l'impression qu'on vient de donner là, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors je voudrais qu'on écoute une archive et faire réagir à Françoise Fressoz, une archive relativement récente. Il s'agissait du 3 mars 2012, où François Hollande, candidat à la présidence de la République, promettait qu'il serait un président indépendant. Le prochain président sera indépendant. Indépendant d'abord de son propre parti.
Je ne serai jamais le chef de mon parti. Non pas parce que je l'ai déjà été, mais parce que la fonction présidentielle fait que celui qui l'exerce n'est plus le chef d'un parti, il est le chef de l'État. Indépendant de son parti veut dire que je n'aurai pas à nommer les responsables de ma formation politique. Voilà, c'était le 3 mars dernier à Dijon. Françoise Fressoz, évidemment, on est loin, c'est très vieux le 3 mars. On peut ne pas tenir ses paroles tout à fait, peut-être quand on est président de la République. Mais est-ce que ça veut dire au fond quand même qu'un parti politique, une fois qu'il a réussi à amener son leader Maximo au pouvoir, devient dangereux pour ce président de la République et qu'il s'agit du coup davantage de le neutraliser? Alors moi, ce que je pense quand François Hollande disait ça, c'est qu'il voulait se démarquer de la pratique de Nicolas Sarkozy. Oui, il voulait. Il paraissait vraiment comme le chef d'un clan, entre guillemets, qui recevait les élus sans arrêt à l'Élysée et qui finalement avait un peu dévoyé la fonction de président au-dessus des partis. En même temps, on voit bien que c'est impossible que le président de la République se désintéresse totalement de son parti, notamment dans la conjoncture actuelle qui va être marquée par 2 années d'austérité très compliquées. Donc il faut quand même que le président ait un retour de la part de son parti. Et je pense en plus qu'il a intérêt aussi à faire vivre, à ne pas museler le débat au sein du Parti socialiste, parce que sinon, vous avez, si vous voulez, ce qui m'a frappé aussi dans les difficultés de Nicolas Sarkozy, c'est qu'en 2007, il avait été élu sur des idées, un projet, et qu'en 2012, tout ça était un peu épuisé, qu'il avait un peu caricaturé ce qu'il avait fait en 2007, et notamment parce qu'il n'y avait pas eu la réflexion qu'il y avait eu 5 ans plus tôt. Et je pense que François Hollande a intérêt à ce que le Parti socialiste soit non seulement vivant, mais en symbiose avec lui, mais qu'il lui laisse la possibilité de réfléchir aux grands thèmes d'avenir et notamment de peaufiner sa doctrine sur l'Europe qui va être quand même un moment clé. Mais est-ce qu'il faut qu'un parti soit discipliné, un parti majoritaire, est-ce qu'il faut qu'il soit discipliné ou est-ce qu'on le tolère qu'il ne le soit pas ou est-ce qu'on peut lui demander de ne pas l'être? Moi, je trouve. Il faut les deux. Il ne faut pas que ce soit un parti complètement caporalisé parce qu'à ce moment-là, c'est terrible. Surtout à gauche, où on a quand même l'habitude du débat d'idées. Et en même temps, les temps sont tellement difficiles que on peut pas non plus se permettre qu'il y ait des contestations ouvertes. Donc il faut, je pense, il faut vraiment trouver un juste équilibre entre un parti qui réfléchit, qui débat, avec un minimum de discipline, mais en même temps un parti qui soit vivant. Gérard Gambert et puis Brice Couturier, Gérard Gambert. Oui, c'est vrai, mais dans cet équilibre, je pense quand même que il faut privilégier, enfin c'est l'histoire qui le montre, il faut privilégier quand même le soutien au gouvernement. Je crois que c'est la première fonction d'un pareil, c'est ce qu'au fond François Mitterrand attendait de Lionel Jospin, est-ce que Lionel Jospin lui-même attendait de François Hollande. Il faut que le premier secrétaire soit d'abord celui qui soutient dans le parti la politique du gouvernement. Et rappelons-nous qu'au fond, c'est Lionel Jospin qui a dû faire passer dans le parti le fameux tournant de la rigueur de 82. Rappelons-nous que et on l'a un peu oublié parce que c'était surtout une affaire interne, mais importante, rappelons-nous que c'est au sein du parti, aux côtés de Lionel Jospin, François Hollande qui a fait passer non seulement le quinquennat, mais surtout l'inversion du calendrier électoral, ce qui, pour nous ramener aux questions institutionnelles, était en fait assez décisif. Et aujourd'hui, qu'est-ce que doit faire Harlem Désir? Et là, j'ajoute un bémol sur ce que disait tout à l'heure Françoise Fressoz sur les idées d'Harlem Désir. Je crois qu'il y a quand même, si on suit son parcours, il y a quand même quelque chose qui me semble continu chez lui. C'est un vrai Européen, c'est un vrai pro-européen. Or, aujourd'hui, quel va être je dirais, le travail principal, la tâche principale du nouveau premier secrétaire, c'est de faire prendre au parti un tournant qui a été quand même annoncé par le nouveau président de la République il y a quelques jours, et qui est un tournant dont on n'a pas encore mesuré le côté absolument décisif. Et donc, face effectivement, on le disait, au débat interne et tout, il va falloir que ce que moi j'appelle maintenant une véritable social-démocratisation du parti, on le voit bien aujourd'hui, et pas seulement en France, on le voit en Allemagne, on le voit aux Pays-Bas, etc., où les gauches vont de plus en plus s'éloigner entre les gauches européennes et les gauches anti-européennes. Une Gerhard-Schröderisation du Parti socialiste. Oui. Brice Couturier et Paul Hubert, Brice. Il faut quand même voir les effets sur l'exécutif lui-même de cette nomination. On sait qu'on est dans un système hiérarchique. Sarkozy avait assez bien géré son Premier ministre Fillon en l'affaiblissant. Aujourd'hui, le Premier ministre Ayrault est terriblement affaibli. Il faut se souvenir que durant cet été, certains ministres n'ont pas hésité à prendre la plume pour le critiquer dans la presse publiquement. Je pense à l'article du Monde de Marisol Touraine. Et puis maintenant,
maintenant, on a donc un candidat à la tête du Parti socialiste, Cambadélis, qui est récusé par le président de la République au profit d'Arlène Désir. Le couple exécutif était déjà déséquilibré au profit du président de la République, ça va s'aggraver. Donc, est-ce qu'on peut pas voir un Jean-Marc Ayrault terriblement déstabilisé par toute cette série d'affaires ? Françoise Fressoz, Gérard Gambert, Françoise Fressoz. Je serais un peu plus nuancée dans la mesure où moi j'ai beaucoup entendu qu'il y avait quand même des hésitations depuis le début entre Désir et Cambadélis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que du côté de Ayrault et de Aubry, ça penchait de temps en temps pour Cambadélis, mais au début c'était plutôt pour Désir. Donc je ne suis pas sûre qu'il faille autant caricaturer les choses, c'est-à-dire en disant bon voilà, un tel était le candidat d'un tel. Ils avaient l'un et l'autre des avantages, l'un et l'autre des qualités, et ça s'est fait après par une sorte de négociation finale. Donc je ne verrais pas ça comme ça. Mais c'est vrai que Jean-Marc Ayrault a un problème d'autorité sur son gouvernement et sur sa majorité, et c'est d'ailleurs ça qui avait conduit François Hollande à le pousser à faire une alliance avec Aubry pour la succession, afin que Ayrault n'apparaisse pas trop faible et ne soit pas trop contesté au sein du Parti socialiste. Donc ça, c'est un problème de fond et qui correspond, si vous voulez, au choix de François Hollande, qui est un peu dans la matière comme Jacques Chirac. Il voulait un Premier ministre avec lequel il s'entendait très bien, qui ne lui pose pas de problème, qui ne soit pas en contestation, mais du coup, il y a un problème d'autorité. Gérard Gambert. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que dit Françoise Fressoz, mais je crois qu'il faut l'expliquer de cette manière-là. Je crois que on peut faire l'hypothèse que le Premier ministre a été lui-même un peu déstabilisé face à un président de la République lui-même qui semblait ne pas vouloir assumer au départ totalement ce qu'est le président sous la Ve République, au fond. Et c'est assez déstabilisant parce que on voit bien que ces institutions... On ne peut pas échapper à ces institutions, surtout avec le quinquennat, surtout avec les primaires. On ne peut pas faire que le président de la République ne soit pas le chef de l'exécutif. Et je pense que l'idée du président normal, de ce point de vue-là, introduisait une ambiguïté sur ce qu'est le président de la République aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé, et par rapport à ce que disait François Fressoz, il me semble que la conclusion qu'on a tirée lui-même probablement le président de la République, c'est qu'il y a quelques jours, on l'a entendu, il a dit clairement « je suis le patron ». Et il l'a dit pour la première fois aussi clairement et d'une certaine façon. C'est moi le chef. C'est moi le chef, hein, il l'a dit pratiquement comme ça. Hyper-président alors. Là, je vous laisse la responsabilité du mot. Mais ce qui veut dire, à mon avis... Enfin, c'est quand même pas complètement aberrant, après tout, qu'un président de la République dise qu'il est le chef. Mais je pense que c'est ce qu'attendent en plus ceux qui l'ont élu entre nous. Oui, donc, en fait, je pense que ça peut d'une certaine façon soulager Jean-Marc Ayrault, dire, bon, ben voilà, on est classiquement... D'ailleurs, tout de suite, vous avez vu qu'il a repris l'idée, en disant, ben oui, c'est lui le patron, et moi, voilà. Et je pense que ça peut aussi... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi de la personnalité de François Ayrault, de Jean-Marc Ayrault, mais je pense qu'il y a là un problème qui était aussi dû à une espèce de non-précision sur le rôle du président de la République par François Hollande. Hubert ? Oui, je crois qu'il y a un problème d'ajustement évident. Je crois qu'il y a eu un autre problème, je ne sais pas si c'est un problème, c'est qu'on va trop vite. C'est qu'on en est quasiment à établir le bilan, d'ores et déjà, du quinquennat. Il est évident que François Hollande tâtonne pour trouver exactement sa position, que doit-il être par rapport à ce qu'il a dit, par rapport aux réalités qu'il rencontre. Il est évident que Jean-Marc Ayrault a des soucis lui aussi, qui a ses problèmes d'autorité. Néanmoins, on ne peut pas dire que ce soit terrible et qu'il soit déjà grillé. On verra. Hein. On n'en est pas là. Pensons que Nicolas Sarkozy, dans sa campagne de 2012, disait lui-même qu'il avait en gros mis 4 ans avant de prendre l'exacte mesure de cette fonction. Donc soyons un tout petit peu patients. Pour revenir en arrière et pour sourire par rapport à ce qu'on a entendu de François Hollande tout à l'heure, finalement quand il dit... J'ai pas fini, je vous réserve une petite archive là dans quelques minutes. Voilà. Quand il dit « je vous promets que le président sera indépendant de son propre parti », bah, il fait pas le contraire. Là, c'est le propre parti, c'est le parti qui est pas indépendant de son propre président. Bon. Deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça nous renvoie en fait à un problème qui n'a jamais été résolu, je pense. C'est quelle est la fonction exacte et quel est le positionnement exact d'un parti qui soutient le président. Comment se distinguer sans gêner le pouvoir auquel on est identifié? Comment prendre ces distances sans créer la distance entre l'opinion qui peut vous écouter et le gouvernement? Donc comment exister et ne pas nuire? Et à l'expérience, tout de même, on voit bien que lorsque le chef du parti au pouvoir veut marquer sa différence, c'est qu'en fait, il entre en concurrence avec le pouvoir. C'est qu'il veut le supplanter. Jean-François Copé, avec sa fameuse coproduction, s'il n'y avait pas un tout petit peu d'arrière-pensée,
c'est que j'ai vraiment un grand mauvais esprit. Gérard Gambert ou Françoise Fressoz? Oui, oui, moi je pense effectivement que je redis ça, c'est-à-dire je crois que le patron du parti au pouvoir doit d'abord soutenir la politique du gouvernement, c'est évident. Mais de toute manière, rappelons-nous... Même si la politique du gouvernement change d'axe et de cap par rapport à des promesses, c'est la conjoncture. J'irais même jusqu'à dire que c'est surtout dans ces cas-là que le parti doit prendre le tournant. Mais rappelons-nous, de toute façon, c'est pratiquement impossible pour un parti au pouvoir tout d'un coup de se lever contre le président. Rappelons-nous, la seule fois où ça s'est passé sous la Ve République, ça a été sur l'affaire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très vieux, en 82, de l'affaire des généraux, où il s'agissait de savoir si les généraux putschistes de 61 auraient une retraite ou pas, ou leur réévalueraient leur point de retraite. Je ne sais plus exactement quel était le problème, mais c'était en gros ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le parti et le groupe parlementaire ont dit non, à Mitterrand, on ne veut pas. Et Mitterrand leur dit, dans ce cas-là, très bien, j'emploie le article 49.3, et puis on verra bien si vous me déposerez une motion de censure contre mon gouvernement. Et puis ça a été terminé. Il y a un autre problème avec le parti qui était d'opposition et qui arrive au pouvoir, et qui est un problème mécanique au fond. À savoir que ce parti était structuré, souvent et la plupart du temps, sur des personnalités fortes. Et puis, le parti arrive au pouvoir, un président sort de ses rangs, il y a un gouvernement, et toutes les forces, toutes les grandes personnalités de ce parti, où elles vont? Elles vont au gouvernement. Et ceux qui sont derrière, mais qui sont également très structurants, parce qu'ils travaillent avec ces grosses personnalités, ils sont dans les ministères. Donc forcément, vous avez cet effet dans le parti qui est nouvellement majoritaire, à savoir que vous avez les personnalités présumées de second rang, qui arrivent au premier rang et qu'on trouve fades. Ensuite, elles le resteront ou bien elles se révéleront. Alors, Françoise Fressoz, je vous en prie. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je pense que dans la période actuelle, ça c'est pour rebondir sur ce que disait M. Grimbert tout à l'heure, l'un des enjeux de ce quinquennat, c'est est-ce que la social-démocratie s'implante vraiment, réellement dans le pays. Et je pense que pour ça, il faut quand même que quelqu'un la redéfinisse. Alors, est-ce que ça va se passer au pouvoir, alors que ce pouvoir est déjà sous pression, qu'on lui demande des comptes, le changement c'est maintenant, ou est-ce que ça peut se faire dans le Parti socialiste, qui a plus de temps et plus de recul pour réfléchir? Je pense que là, c'est l'un des enjeux de la période, redéfinir et installer en France la social-démocratie, mais une social-démocratie rénovée. Et c'est pour ça que l'enjeu est quand même très très important sur l'articulation entre le président de la République, le pouvoir et le Parti socialiste. Et c'est pour cela qu'il faut sans doute regarder très attentivement comment est composé finalement ce nouveau Parti socialiste, puisque par rapport à ce que dit Gérard Gambert et que vous reprenez effectivement Françoise Fressoz, il s'agit d'être sans doute encadré par ceux qui solidement en coulisses depuis la campagne électorale veulent faire avancer ces idées de social-démocratie. Il faut savoir qu'Harlem Désir est très solidement encadré par Guillaume Bachelet, proche de Martine Aubry, et par Olivier Faure, conseiller spécial de Jean-Marc Ayrault, qui ne se rend sans doute pas pour rien dans l'idée de faire avancer le schmilblick. Mais je note que Harlem Désir, à lui, dit « Je suis un candidat de rassemblement, de synthèse même. » Ah, que l'on aime le mot synthèse au Parti socialiste. Écoutez cette archi, je ne sais pas jamais bien ce qu'il veut dire, mais écoutez donc déjà un certain candidat à la présidence de la République, lors d'un congrès du Parti socialiste à Nantes le 19 juin 1977. Sans vouloir faire de comparaison ou trop de comparaison, disons, M. François Mitterrand n'a pas eu besoin d'attendre la dernière ligne droite pour l'emporter lors du dernier congrès socialiste de Nantes. Comme prévu, la motion défendue par les amis du premier secrétaire l'a emporté par 4442 mandats contre 1418 à la motion défendue par le CRS, l'aile gauche du Parti socialiste. Une victoire, certes, du courant majoritaire, mais qui ne sonne cependant pas le glas de l'unité pour les socialistes. La synthèse, c'est l'unité plus quelque chose. L'absence de synthèse, c'est de toute façon l'unité. Nous ne sommes pas parvenus au bout d'un point politique souhaitable. Il eût été moins souhaitable encore de parvenir à un point politique dans la confusion. Eh bien, c'est notre travail pour les années à venir. On en a déjà fait des progrès. Les partis au pouvoir seront-ils capables de proposer face au programme commun un programme, et moi j'ajoute, un programme de la droite? Qu'ils le fassent. Ce sera clair. Je demande qu'ils le fassent dans l'intérêt de la démocratie. Bref, voyez, je les supplie de mieux s'entendre.
Voilà, c'était le 19 juin 1977, François Mitterrand, Gérard Grimbert. Oui, exactement. Mais effectivement, ça c'était assez amusant d'ailleurs, l'idée de si on s'entend pas, c'est la synthèse. Et si on s'entend, c'est la synthèse plus quelque chose. Ça, personne l'avait encore inventé. Ça, c'était assez extraordinaire, il faut le reconnaître. Mais non, mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui, d'abord, vous savez, n'oublions pas. On n'est pas loin de ça n'a pas beaucoup changé. Non, mais d'abord, c'est un parti. Les mots sont quasiment les mêmes. C'est un parti, vous savez, si vous regardez ce parti depuis son origine, depuis le début du XXe siècle, vous voyez qu'il y a toujours eu, dans ce parti qui était très fragile et très divisé, toujours cette idée qu'il fallait absolument le réunir. Vous avez ça chez Jaurès, vous avez ça chez Blum, ça a toujours été historiquement cette idée-là. Et donc là, je crois véritablement que la question qui est maintenant posée, c'est de savoir si, on disait sur la question, est-ce qu'il y aura, François Fressos demandait, est-ce qu'il y aura des débats importants? Je pense que le débat, il est clair, on l'a vu, il va être sur l'Europe. Il va être sur la construction européenne, il va être sur le côté fédéral ou non fédéral de l'Europe. Et là, on voit bien qu'il y aura un débat à l'intérieur du Parti socialiste, et il y aura un débat entre le Parti socialiste et la gauche. Donc, il aura quand même du travail, le premier secrétaire du Parti socialiste. Voilà. Pour terminer, un dernier mot rapidement, François Fressos. Oui, il y aura du travail notamment avec sa gauche, quoi, j'imagine, Arlène Désir. Oui, je pense qu'il y aura du travail parce que derrière l'Europe, il y a aussi toute la question de l'austérité. C'est-à-dire que là, François Hollande a fixé un cap de 2 ans, en disant 2 ans d'efforts et après on passe à autre chose. Imaginez que dans 2 ans, on puisse pas passer à autre chose. Qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, c'est là qu'il y aura vraiment l'heure de vérité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut continuer comme ça? Qui a vraiment le pouvoir? Est-ce que l'aile gauche se redresse et essaye de faire quelque chose avec la gauche plus radicale? Je pense que ça sera vraiment dans 2 ans qu'on verra comment les choses évoluent. Mais d'ici là, effectivement, le gros débat, ça va être l'Europe, je pense. Un dernier tout tout simplement pour dire que dans 2 ans, et donc au début des résultats ou des non-résultats, il y a des grands rendez-vous, il y a des municipales, et en fonction du résultat de ces municipales, ça aura des conséquences au sénatorial, et donc le nouveau premier secrétaire sera redevable et va être le responsable de ces résultats. Donc il a aussi 2 grands chantiers devant lui.